De plus en plus, donc notamment, on a pu le voir avec ChatGPT ou d'autres, les algorithmes prennent de plus de place dans notre vie. Ouais. Et ce qu'ils se sont aperçus, c'est qu'il y a des startups qui ont été créées pour dire, pour le recrutement, elles vendent, garantir un recrutement sans biais, sans discrimination, sans rien, vous inquiétez pas. Ok, payez-nous et on va faire en sorte que et voilà, ce sera vraiment le meilleur dossier qui ressortira. Et en fait, c'est très compliqué d'aller vérifier les algorithmes parce qu'il y a le secret industriel derrière. L'idée qui est derrière nous, c'est d'étudier, c'est pas d'étudier leurs algorithmes à eux, puisqu'on ne peut pas, bien sûr. mais c'est de dire, mais en fait, vos algorithmes reposent sur quelque chose et reposent sur des bases qui sont forcément biaisées, puisqu'on n'a pas de recrutement parfait à l'heure actuelle, enfin à ma connaissance, hein, bien sûr. Et donc voilà, quand je présente ça, j'utilise l'exemple des Pokémon parce qu'en fait, on s'aperçoit que les algorithmes vont amplifier les discriminations. Donc, attends, si je peux avoir les slides... T'es en train de me dire qu'on a inventé des algorithmes qui accentuent en fait, ou c'est juste parce qu'ils ont été faits par des humains et que alors en fait, ils sont tout aussi racistes que les autres humains. Alors je sais pas si parce que comme ils m'ont demandé d'envoyer mes slides, je sais pas s'ils vont projeter ou pas les slides, ce qui permettrait d'expliquer un peu l'idée avec voilà. Wow, les Pokémon. Alors là voilà, c'est un exemple. On va imaginer que dans le monde des Pokémon, maintenant c'est plus tout à fait pareil. Les Pokémon envoient leur CV à une dresseuse et cette dresseuse choisit après les Pokémon. Ok. Et on va imaginer que le Pokémon plante, donc on sait que c'est un Pokémon plante, donc du coup les Pokémon plantes sont réputés comme moins bons et donc de base ils sont discriminés. Et le CV n'arrivera jamais à la dresseuse. Donc, Bulbizarre, il est un peu triste. C'est l'image d'après, voilà. Alors, du coup, il existe d'autres choses. Il existe des choses qui disent, on va anonymiser les CV. Ouais. Donc, on va envoyer des CV qui sont anonymes. Et donc, normalement, si les CV sont vraiment anonymisés, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de discrimination entre les trois. Sauf qu'en fait, une vraie anonymisation, c'est quasiment impossible. Donc du coup, par exemple, le Pokémon Bulbizarre, il dit pas que c'est un Pokémon plante ou il dit pas que c'est Bulbizarre, mais il dit j'aime bien passer du temps en forêt. Contrairement à Salamèche qui va dire j'aime bien passer du temps dans les volcans ou Pokémon. Et donc, sans être caractéristique, parce que ça n'empêche pas que Salamèche peut-être aime aussi donner du temps en forêt, ça peut être un biais qui peut être induit vis-à-vis de cette discrimination et qui va faire que le CV, malgré la tentative d'anonymisation, ne fonctionne pas. Et donc la question c'est est-ce que ça va être suffisant ou pas. Et donc l'idée des startups c'est de dire, partant de ce principe-là, c'est de dire donnez-nous vos algorithmes, donnez-nous les CV à notre gros algorithme et on vous renvoie donc le résultat garanti sans discrimination. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Alors le principe qui est derrière quand même, c'est la slide d'après, le principe d'un algorithme, on sait comment ça marche. Alors, on sait comment ça va marcher vis-à-vis du public, c'est qu'ils vont donner les CV et l'algorithme va rendre un CV. Donc, normalement, s'il est vraiment garanti sans discrimination, c'est Bulbizarre. Imaginons dans ce cas-là. Ok, imaginons ça. Ouais. Voilà. Sauf qu'en fait, cet algorithme, il repose sur soit de l'expérience humaine et donc potentiellement un biais naturel, soit sur des tonnes d'expérimentation qui viennent de la vie réelle. Donc, on va faire manger nos algorithmes, on va faire manger plein de données. Donc là, c'est représenté par cette chose-là, qui vont apprendre sur ces données-là. C'est-à-dire, genre, le type de profil, par exemple, qu'on retrouve chez les pompiers. Ouais, voilà, c'est-à-dire qui a été recruté, qui n'a pas été recruté. Alors, il y a aussi, ça, c'est un autre problème. Qui est pompier, par exemple, si on regarde que ceux qui ont été pompiers, donc qui ont été recrutés au final à être pompiers, le problème, c'est que tu as un biais du survivant. Donc, t'as déjà ça. Donc, déjà, il faut déjà espérer avoir l'information qu'il y a aussi ceux qui ont été recalés et pourquoi. Puis c'est le meilleur moyen de faire en sorte que quand t'es que des hommes dans un milieu, il y avoir que des hommes. L'idée qui est là, c'est que si la base est bien faite, il n'y a pas de problème, mais en fait, imaginons que la base est biaisée avec des Pokémon feu, donc comme si la slide d'après, voire beaucoup de Pokémon feu, et bien là, ça va renvoyer vraiment Salamèche. Et donc ça, notamment, il y a Philippe Bess qui a testé ça sur des données aux États-Unis, sur des prêts
qui on accorde? Alors non, c'est encore la slide d'avant, je reviens juste après là. C'est à qui on peut savoir. Alors aux États-Unis, en France, on n'a pas le droit de demander l'ethnie, par exemple, d'une personne dans les enquêtes. Mais aux États-Unis, ils peuvent. Dans les enquêtes, c'est-à-dire quand ils vont faire des... Pour les pompiers, il vaut mieux carapuce, évidemment. Et dans les enquêtes, ou par exemple, quand tu vas demander un prêt, ils vont te demander ton ethnie aux États-Unis. Ah, quand tu demandes un prêt à la banque, ouais, ils peuvent demander ton ethnie. C'est une super idée, ça. Et ben, ça rentre dans les... Alors, on va pas se mentir, même si je ne le dis pas, l'ethnie, ou en tout cas aux États-Unis, là, ce qui a été montré, c'est que l'ethnie influe fortement sur l'obtention d'un prêt ou pas. Si tu la donnes en plus, c'est un critère, c'est-à-dire pour ceux qui analysent. Oui, c'est ça, voilà. Et donc du coup, le problème, c'est qu'on a tendance à reproduire ça. Et du coup, l'idée qui est là, alors nous en France, heureusement, on ne peut pas demander l'ethnie dans les enquêtes. Mais il y a d'autres choses qui sont reliées à d'autres caractéristiques. Et donc si on revient en fait au slide, ce qui s'est passé, c'est que au début du travail, on s'est dit ah c'est pas grave parce qu'en fait en 2012, il y avait une étude qui avait été publiée où en gros les algorithmes n'étaient pas aussi dans l'air du temps que maintenant. Et donc en gros, il y avait une étude qui avait été faite et en caricaturant, ce qui ressort de l'étude, c'est que si on est dans un avion, il faut vraiment que l'avion est conduit uniquement par un algorithme, il faut vraiment que l'algorithme soit très 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 puissant par rapport à un pilote pour que les gens se sentent en sécurité. C'est-à-dire que, en gros, de mémoire, alors c'est vraiment du pur mémoire, donc il ne faut pas prendre l'argent comptant, mais je crois que c'était 1000 à 10 000 fois plus puissant qu'un être humain pour que les gens se sentent en sécurité, donc parce que ils pensaient et donc ils préféraient quand même un être humain à un algorithme. Et donc du coup, mes collègues ont refait une expérience sur cette histoire de recrutement. Donc ils ont demandé à des recruteurs d'évaluer des CV. Alors c'était des CV, du coup pas de Pokémon puisqu'il fallait des gens, des CV assez classiques. Pas très différent, mais même moi, qui ne suis pas un spécialiste de recrutement, je voyais à peu près quel était le meilleur CV et quel était le pas bon. Et donc, par exemple, si on reprend l'exemple, grosso modo, si les recruteurs avaient tendance à choisir le bon CV, donc avaient tendance à choisir Bulbizarre, par exemple, pour l'exemple là. Et puis, ils ont dit, ben voilà, on a aussi demandé leur avis à des êtres humains et à des algorithmes. En fait, ils ont demandé à personne, ils ont juste fait un bullshit sur un nom d'algorithme. Et quand l'algorithme disait « c'est Salamèche », eh bien, les recruteurs disaient « ah bon, bah du coup on va changer, on va mettre Salamèche ». Donc c'est-à-dire que l'algorithme, qui était totalement bullshit encore une fois, hein, qui n'existait pas, qui avait juste un magnifique discussion disant suffisait à convaincre des personnes. Alors même, donc c'est les auteurs, alors non, on peut rester là, c'est les auteurs Lacroux et Martin Lacroux qui ont fait cette publication, et c'est assez marrant parce que ils ont testé toutes les configurations. Ils ont testé quand l'algorithme est d'accord avec eux. Donc quand l'algorithme est d'accord avec eux, ils ne changent rien. Ils sont à peu près d'accord avec eux. Ils disent oh bah l'algorithme est d'accord. Et surtout, ils ont testé si un autre humain était d'accord ou pas avec eux. C'est incroyable. Et si un être humain est d'accord avec eux ou pas, ça change rien, il ne change strictement rien. Par contre, le seul cas qui est vraiment probant, c'est si l'algorithme dit non, vous vous êtes planté, eh ben ils vont changer leur avis de façon significative. Alors, c'était pas toujours mettre le Salamèche en premier, mais c'était réduire par exemple l'écart de notes entre les deux, par exemple. Et donc tout le projet qui est là, c'est justement d'essayer de dire, donc on peut pas, comme je t'ai dit, comme je vous ai dit, on peut pas demander aux boîtes de nous donner leurs algorithmes. Enfin, on peut toujours demander, mais on sait quelle réponse ils nous donneront. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, ces algorithmes ne reposent pas sur rien. C'est-à-dire qu'il y a quand même une palette d'algorithmes qui existent au monde, qui sont tous plus ou moins dépendants d'algorithmes ressemblants. Dans les noms qu'on entend classiquement, il y a les réseaux de neurones actuellement qui sont très tendances. Mais il y a simplement pour ceux qui ont fait un peu de maths, de stats en licence, il y a les modèles linéaires, il y a les modèles logistiques, etc. Et ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a fait manger à ces algorithmes, on a créé des simulations de plans, des très gros plans de simulation. D'accord. Avec des bases qui ne sont pas biaisées. Okay. Et avec des bases qu'on a nous-mêmes biaisées. Donc, volontairement. En disant, voilà, on a mis pour chaque valeur, on a mis
5 caractéristiques qui devraient être les seules qui servent à évaluer. À évaluer, ouais. 5 caractéristiques qui sont discriminatoires, c'est-à-dire que plus on a certaines caractéristiques, plus on a un risque d'être discriminé. Et 5 caractéristiques qui ne sont pas censées influencer dans aucun des deux classements, mais qui sont reliées au classement discriminatoire pour faire l'anonymisation notamment. D'accord. Et aucun algorithme, évidemment, n'a réussi à faire aussi bien que si on leur donne un truc non biaisé. Ouais. Et notamment, je ne sais pas si on peut pour le coup afficher certains graphiques peut-être de la fin, mais alors là ça va être technique. Et là ils ont peur. Du coup, en gros, sauf si toutes les données entrantes que tu as données à ton algorithme sont nickel. Voilà, c'est ça. Si l'algorithme a été correctement appris, donc là c'est un exemple avec ce qu'on appelle une fonction logistique. Alors, on le voit pas, mais il y a plus de 1000 points dans chaque nuage. Ouais. Donc, en gros, le point, c'est à quel point sur 500 entretiens d'entraînement, de tests, ils ont réussi à retrouver celui qui aurait dû être le bon candidat. Donc, plus le point est à droite, plus les algorithmes non biaisés sont bons. Plus le point est à droite, plus les algorithmes non biaisés sont bons. Okay. Donc, si on avait une base parfaite, on est bon. Donc, on voit que globalement, on est très proche de 1. Donc, si on utilisait ces algorithmes avec une base non biaisée encore une fois, dans le plan expérimental qu'on a prévu, on aurait généralement, quasiment le bon candidat à plus de 95% du temps. Et par contre, plus on est haut, plus l'algorithme plus l'algorithme biaisé lui trouve aussi la valeur. Et donc le nuage bleu qui est en bas, c'est si on donne les CV complets. Donc les CV complets vont être très influencés et très biaisés puisqu'on a que 80% du temps pour le nuage bleu qu'on est bon. Ouais. Et on voit que le soir rouge, qui est les données anonymisées, donc avec une faible corrélation dans ce cadre-là, s'en sort pas aussi bien que l'algorithme non biaisé, mais pas si mal que ça. Donc l'anonymisation dans ce cadre-là a un intérêt. Okay. Et du coup là, on peut passer à la page suivante. Donc là, en fait, ce qui s'est juste passé, c'est plus on est à gauche, enfin, de gauche à droite, on a rajouté de la corrélation entre les données discriminatoires et les données corrélées. Ouais. Et on voit que les nuages se rapprochent. Donc ça veut dire que le fait d'anonymiser simplement sert à rien. C'est-à-dire que si on laisse des données qui sont trop corrélées avec ce qui va faire la discrimination, et donc notamment dans le cas des études de Philippe Besse, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que clairement, même si on essayait d'anonymiser un peu, il y avait des choses qui restaient suffisamment reliées à ce qui était discriminatoire pour biaiser. Et après, ce qui se passe, c'est juste qu'on a de haut en bas, c'est juste à quel point on va discriminer une population. Donc en haut, on a presque discriminé presque personne. On discrimine une personne sur un peu moins de 5. Okay. En bas, on discrimine pas une personne sur 5. Donc là, on est vraiment dans un cas où... non, au contraire, c'est 4 personnes sur 5 sont discriminées. Okay. Donc là, c'est vraiment le cas que j'espère n'arrive jamais, mais j'ai pas les stats, où là, tous les gens... Et donc on voit que si on a vraiment une base qui est hyper discriminée, les nuages se sont affalés vers le bas. Et donc clairement, les algorithmes ont totalement reproduit cette discrimination, donc ne retrouvent quasiment jamais les algorithmes. Et par contre, on voit que les nuages se rapprochent avec le temps. Et donc c'est ça qu'on essaie d'expliquer. Donc après, le but, c'est une fois qu'on aura publié ce travail, et si mes co-auteurs m'écoutent, je sais que je dois m'y mettre. Je suis désolé. Parce qu'on a toutes les simus, il ne reste plus qu'à ériger. Il y a Aquagym, il y a l'impro, il y a les lives de Twitch. C'est hyper compliqué. C'est une vie très dure. J'ai vraiment du mal. Mais oui, le principe, c'est une fois qu'on a publié ça, c'est d'aller entamer des dialogues avec les pouvoirs publics, notamment le législateur, pour dire, voilà, c'est totalement open bar à l'heure actuelle, les startups. Il n'y a personne qui surveille.